L'arôme de la paella flottait encore dans la salle à manger. Ma belle-mère, Carmen, venait de se servir son 3e verre de vin. Marcos, mon mari, me souriait de l'autre côté de la table. Pendant un instant, tout était paix, une paix fragile. Leia, chérie, passe-moi le sel, dit Carmen. Sa voix était douce, trop douce. Je le lui tendis. Ses doigts couverts de bagues effleurèrent les miens. Je retirai rapidement ma main. La paella était réussie, n'est-ce pas, Marcos? Dis-je, essayant de briser le silence qui commençait à s'installer. Excellente comme toujours, répondit-il en me regardant avec ses yeux qui me faisaient encore perdre la raison. Carmen laissa échapper un rire, un son sec et sans joie. Oui, la paella est bonne. Juste ce qu'il faut pour un dimanche ordinaire. Il a bu une longue gorgée, pas comme Sarah le fait. Bien sûr, celle faite avec du vrai safran de la Mancha. Mais bon, avec ce qu'il gagne, il peut se le permettre. Il y avait Sarah, ma belle-sœur, l'avocate à succès, la femme qui gagnait plus en un mois que moi en un an avec mon travail à la bibliothèque municipale. Maman, dit Marcos d'une voix basse et avertissante. Quelle est la vérité? Sarah a un don et un salaire. 3 000 par mois. Diego me l'a dit. 3 000 €. Carmen fixa ses yeux sur moi. Noir comme des puits. Et toi, Leia, tu fais toujours ce travail de livre? Oui, Carmen, à la bibliothèque. J'aime ça. J'essayais de rendre ma voix ferme. Elle ne l'était pas. Bien sûr que tu aimes ça. Peu de stress, peu d'heures et zéro ambition. Elle cracha les mots. 2 000 €. C'est ce que tu gagnes, n'est-ce pas? Tu arrives à peine à joindre les deux bouts. Maman, ça suffit. Marcos abattit ses couverts. L'argent de la nounou ne te regarde pas. Nous vivons bien. Carmen se pencha en avant. Son haleine sentait le vin rouge et le ressentiment. Tu appelles ça vivre bien, ce minuscule appartement, ce vieux canapé. Mon fils peut aspirer à tellement plus. Il pourrait avoir la vie de Diego, une maison à Pedralbes, des vacances aux Maldives, mais il n'est pas là avec toi. Je sentis un nœud dans l'estomac, comme si la paella s'était transformée en « Carmen, s'il te plaît », murmurai-je. Ne me frappe pas, s'il te plaît. Sa voix monta. Vous êtes mariés depuis 5 ans. 5. Et qu'as-tu apporté à ce mariage? Des dettes de ton diplôme d'art que tu n'utilises jamais et ton misérable salaire, Sarah. Au lieu de cela, va-t'en. Marco se leva. Sa chaise racla contre le carrelage. Ne compare jamais Leia à Sarah. Jamais. Carmen l'ignora. Elle ne regardait que moi. Ses yeux brillaient d'une rage longuement couvée. Sais-tu ce que je ressens quand je parle à mes amis? Ils montrent des photos des voyages de leurs belles-filles, de leurs promotions. Je dois inventer des choses sur toi. C'est humiliant. Ça suffit, mère. Marcos était pâle de colère, mais elle ne pouvait plus s'arrêter. L'alcool et l'amertume parlaient à sa place. Je ne sais pas comment mon fils supporte ça, comment il supporte de vivre avec toi. Je ne pourrais pas. C'est une honte. Et alors elle le fit. D'un geste brusque, elle saisit son assiette, encore à moitié pleine de riz et de fruits de mer. Elle la souleva. Voilà à quel point ta vie est fade, Leia. Et elle hurla, voilà à quel point c'est pathétique. Et elle fracassa l'assiette sur le sol à mes pieds. L'explosion fut assourdissante. 1000 morceaux de céramique blanche volèrent comme des projectiles. Un éclat effleura ma cheville. Je sentis une piqûre. Du riz et des morceaux de crevettes tachèrent le sol, mes chaussures. Le silence qui suivit fut pire que le cri. Épais, absolu, brisé seulement par la respiration haletante de Carmen. Je restai immobile, fixant les débris à mes pieds. C'étaient les restes de ma dignité. Brisés, comme toujours. Je regardais Marcos. Son expression avait changé. La colère s'était figée, se transformant en quelque chose d'autre, quelque chose de froid et de déterminé. Il ne me regardait pas, il regardait sa mère. Carmen haletait, satisfaite un instant jusqu'à ce qu'elle voie le visage de son fils. Sa confiance se fissura. Marcos ne dit pas un mot, il s'agenouilla calmement.
Il commença à ramasser les plus gros morceaux de l'assiette avec ses mains. 1, 2. Il les posa soigneusement sur la table. Le son de la céramique heurtant le bois était sec, définitif. Quoi? Qu'est-ce que tu fais? Balbutia Carmen. Sa voix avait perdu toute sa force. Marcos ne répondit pas. Il finit de ramasser les gros morceaux, puis se leva et alla à la cuisine. Nous entendîmes le tiroir s'ouvrir. Il revint avec un balai et une pelle. Il balaya les petits morceaux, le riz, les restes de notre dîner. Chaque mouvement était méthodique, silencieux, mortel. Aucun de nous ne parla, seulement le bruit des poils du balai contre le sol. SHHH. 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 Quand il eut terminé, il vida la pelle dans la poubelle. Il se lava les mains dans la cuisine. Le bruit de l'eau courante remplit l'appartement. Enfin, il revint dans la salle à manger. Il s'essuya les mains sur son pantalon. Enfin, il leva les yeux, d'abord sur moi. Son regard fut bref, mais j'y vis quelque chose, une promesse. Puis sur sa mère. « Va dans ta chambre, maman, dit-il. » Sa voix était plate, sans émotion, comme celle d'un étranger. « Fais tes bagages. Juste ce dont tu as besoin pour une semaine. » Carmen cligna des yeux. « Quoi? Qu'est-ce que tu dis? » « Tu as dit que tu ne pouvais pas vivre avec elle, dit Marcos avec un léger signe de tête vers moi. Tu as dit que c'était une honte, que tu ne savais pas comment je le supportais. Marcos était seul. Non, il la coupa. Son ton n'admettait aucune discussion. Ce n'était pas rien. Tu as cassé une assiette au visage de ma femme. Tu déverses du venin depuis des années. C'est fini. Carmen se leva, chancelante. C'est ta mère. Tu me mets à la porte? Je ne t'ai pas mise à la porte, dit Marcos. Et pour la première fois, sa voix montra une lueur d'une lassitude infinie. Je vais t'emmener là où tu penses que la vie est meilleure, où il y a de l'argent, du succès et des assiettes qui ne se cassent pas. Je vais t'emmener chez ton fils préféré. Chez Diego. Le visage de Carmen s'affaissa. La couleur disparut de ses joues. Non, tu ne peux pas me faire ça. Va faire ta valise, mère, répéta Marcos en lui tournant le dos. Maintenant Carmen regardait son fils, puis elle me regarda, cherchant dans mes yeux quelque chose. Peut-être du regret, peut-être du triomphe. Elle ne trouva que du vide. Un vide aussi grand que celui qu'elle venait elle-même de créer. Avec un hoquet, elle se retourna et sortit en chancelant de la salle à manger vers la chambre d'amis. La porte se ferma. Le silence revint. Marcos posa la tête sur la table avec les deux mains, baissa la tête et prit une profonde inspiration. Marcos, je commençai à parler, ma voix à peine un murmure. Non, murmura-t-il sans me regarder. Ne dis rien, s'il te plaît, Leia. Ne dis pas que tu es désolé. Ne dis pas que c'est ta faute. Il leva les yeux. Ses yeux étaient vitreux. Ce n'est pas le cas. Ça couvait depuis des années. Aujourd'hui ça a juste explosé. Mais tu l'envoies chez Diego, avec Sarah? Je n'arrivais pas à y croire. Il dit qu'il préférait sa vie. Marcos dit, en se redressant. Une froide détermination durcit ses traits. Eh bien, qu'elle y aille et qu'elle la vive pour de vrai. Nous entendîmes des bruits de tiroirs qu'on ouvrait et fermait dans la chambre. Des sons furieux, chaotiques. Ne t'inquiète pas, dit Marcos, comme s'il lisait dans mes pensées. Diego et Sarah ont une immense maison, plein d'espace. Et elle a toujours préféré sa compagnie, son niveau de vie. Il prononça ces derniers mots avec amertume. Ça ne va rien arranger, Marcos. Ça va tout empirer. Pire que ça, il montra le sol, où des taches d'huile et de petits fragments de porcelaine restaient encore. Pire que de le voir t'humilier encore et encore. Non, Leia, on a déjà touché le fond. Il s'approcha de moi, prit mon visage dans ses mains, ses paumes étaient chaudes. Tu es ma vie, pas ma mère. Et elle doit le comprendre une bonne fois pour toutes. Un cri théâtral et fort vint de la chambre. Carmen hurla, je pars. Je te laisse avec ta femme médiocre. Tu verras combien ton frère m'apprécie. Marcos ferma les yeux une seconde,
laissa échapper un long soupir. Va chercher ton sac, Leia, dit-il. On va l'emmener ce soir, maintenant, avant que l'un de nous change d'avis. Je hochai faiblement la tête. J'allai dans le couloir. Je pris mon sac. En passant devant la porte de la chambre d'amis, je la vis. Carmen avait jeté des vêtements partout. Elle pleurait de colère, enfonçant des poignées de choses dans une vieille valise. « C'est ta faute », siffla-t-elle quand elle me vit. « Tu as provoqué ça toi-même. » Je ne dis rien. Je fermai doucement la porte d'entrée. Je m'appuyai contre le cadre. De l'intérieur venaient les coups de Carmen et le son étouffé de Marcos l'aidant à fermer la valise avec une froideur glaçante. Le voyage commençait, et moi, Leia, j'étais terrifié par sa destination. La porte d'entrée se ferma. L'écho du claquement de Carmen semblait encore vibrer sur les murs. Marcos posa son front contre le bois. Il prit une profonde inspiration, puis deux. Un tremblement presque imperceptible parcourut ses épaules. Je m'approchai. Je posai une main sur son dos. Il était tendu comme une corde de guitare sur le point de rompre. « C'est fait, dis-je. » Ma voix était rauque. « Elle est partie. » « Non, » corrigea-t-il sans se retourner. Sa voix était un murmure fatigué. « Elle est seulement descendue jusqu'à la voiture. Ce n'est que le début. » Leia avait raison. Le pire était encore à venir. Le pire serait ce qui viendrait ensuite. La réaction de Diego, celle de Sarah, le scandale familial. Je le sentais déjà, un poids froid sur ma poitrine. Marco se retourna. Ses yeux scrutèrent mon visage, cherchant quelque chose. De la colère, de la peur, du soulagement. Je ne pouvais rien lui donner. J'étais vide. « Tu vas bien ?» demanda-t-il. Sa main toucha ma joue. « L'assiette ne t'a pas coupé, n'est-ce pas ?» Non, juste une éraflure. Je détournai le regard. Je ne supportais pas son inquiétude. Non, nous devrions descendre tout de suite. Ne la laisse pas seule dans la voiture. Elle pourrait se blesser. Ou s'enfuir. Laisse-la partir, dit Marcos, mais sans conviction. Il savait, comme moi, que Carmen ne partirait pas. Elle attendrait, elle penserait que c'était un test, une crise de rage, que son petit garçon descendrait et la supplierait de revenir. Marcos, c'est de la folie. Tu ne peux pas simplement la mettre à la porte comme ça. Je ne l'ai pas mise à la porte. Je l'emmène là où elle a toujours voulu être. Son ton se durcit, avec son fils doré dans son palais de Pedralbe. C'est seulement juste. Ce n'est pas juste. C'est cruel et ça ne résoudra rien. Elle n'acceptera jamais vraiment de vivre avec Diego et Sarah. Et eux, ils ne veulent pas d'elle là-bas. Les mots se bousculaient hors de moi. C'était la vérité que nous connaissions tous mais dont personne ne parlait. Marcos me regarda intensément. « Et tu la veux ici, Leia, après ce qu'elle a dit, après ce qu'elle a fait. Dis-moi la vérité, la veux-tu sous ce toit ?» Le silence fut ma réponse. Un long silence éloquent. Je baissai la tête. Non, je ne la voulais pas. Je ne pouvais pas aimer quelqu'un qui me méprisait chaque jour, mais elle était sa mère, et cela semblait mal, comme une trahison d'un code non écrit. C'est ce que je pensais, dit Marcos avec une pointe d'amertume. Il prit sa veste au porte-manteau. Allez, faisons-le. Le plus tôt sera le mieux. Nous descendîmes dans l'ascenseur sans parler. Le bourdonnement était le seul son. Je fixai nos reflets flous dans les portes métalliques. Nous avions l'air de deux étrangers. Deux conspirateurs. Quand nous sortîmes dans le garage, nous vîmes la voiture. Carmen était assise sur le siège passager, raide comme une statue. Elle fixait droit devant elle le mur de briques. Elle ne cligna même pas des yeux quand nous approchâmes. Marcos ouvrit la portière arrière et jeta la valise à l'intérieur. Il y eut un bruit sourd. Puis il se mit au volant. Je me glissai sur la banquette arrière derrière Carmen. Je ne voulais pas être à côté d'elle. Je ne pouvais pas. « Mets ta ceinture, maman », dit Marcos en démarrant le moteur. Carmen ne bougea pas. « Mets ta ceinture ou nous ne sortons pas d'ici », répéta-t-il sans la regarder. Sa voix était de glace.
D'un mouvement saccadé, robotique, Carmen tendit la main vers sa ceinture et la boucla. Le clic de la boucle résonna dans le silence de la voiture. Marcos sortit du garage. Les rues de Barcelone étaient presque vides. Il était tard, l'air de la nuit était frais. Nous passâmes devant des bars où des gens riaient, vivaient, dans un monde à part. Personne ne parla, seulement le moteur, les pneus sur l'asphalte. Mon esprit était un tourbillon. Que se passerait-il quand nous arriverions? Que dirait Sarah? Diego me blâmerait. Bien sûr qu'il le ferait. C'était toujours ma faute. Ils vont penser que c'est moi, dis-je doucement, incapable de me retenir. Que je t'ai manipulé? Que je t'ai monté contre elle? Ils peuvent penser ce qu'ils veulent, dit Marcos, les yeux fixés sur la route. Je connais la vérité, la vérité. Et Carmen explosa soudain. Sa voix semblait rauque, brisée. La vérité, c'est que tu me mets à la porte pour elle, pour une femme inutile qui n'est même pas la moitié de Sarah. Marcos s'arrêta net. La voiture s'immobilisa au milieu d'une rue vide. Il se tourna vers sa mère. Son profil était illuminé par la lumière orange d'un réverbère. Il semblait fait de pierre. Un mot de plus, mère. Juste un mot de plus contre elle. Et je ne t'emmène pas chez Diego. Je te déposerai devant la porte d'un hôtel et tu oublieras mon adresse. C'est clair. Le défi dans sa voix était si absolu que même Carmen recula. Elle avala sa salive, baissa les yeux. Un sanglot s'échappa de sa poitrine, mais cette fois ce n'était pas de la rage, c'était de la défaite. Marcos reprit la route plus vite. Diego et Sarah vivaient dans un immeuble moderne aux lignes épurées dans la partie haute de la ville. Ce n'était pas Pedralbes, mais presque. Un quartier de gens avec de l'argent, de gens comme Sarah. Marcos se gara en double file et coupa le moteur. Le silence revint. Carmen regardait l'entrée en marbre. Elle avait l'air d'une petite fille effrayée. Allons-y, dit Marcos en sortant. Carmen ne bougea pas. Je sortis et ouvris sa portière. Carmen, nous devons y aller. Il ne veut pas de moi ici. Murmura-t-elle sans me regarder. Diego n'aime pas les visites imprévues. Encore moins comme ça. Pour la première fois, je vis quelque chose ressemblant à de la panique dans ses yeux. Pas de regret. De la panique à l'idée d'être rejeté par son fils préféré. Trop tard pour y penser, dit Marcos en sortant la valise du coffre. Monte ou tu restes ici dans la rue. À toi de voir. Carmen sortit de la voiture. Ses jambes fléchirent. Je saisis instinctivement son bras. Elle se secoua comme si elle avait été brûlée. Nous montâmes les quelques marches jusqu'à l'entrée. Marcos appuya sur l'interphone. Une sonnette élégante. Nous attendîmes. Mon cœur battait fort. Oui. Et la voix de Sarah, claire et avec une pointe de fatigue, sortit du petit haut-parleur. Sarah, c'est Marcos. Ouvre, s'il te plaît. Un silence. Puis un long bourdonnement. La porte se déverrouilla. Entrez. L'ascenseur était spacieux avec des miroirs. Carmen se regarda dedans, nerveusement en arrangeant ses cheveux. Je baissai les yeux. Marcos regardait les numéros montés. 2, 3, 4. Il s'arrêta. La porte de l'attique était en bois sombre et massif. Sarah était déjà ouverte là. Elle portait une chemise de nuit en soie coûteuse. Ses cheveux étaient parfaits. Elle regarda les trois, Marcos, moi, la valise dans sa main, et Carmen, pâle et échevelée. Ses yeux, toujours si calculateurs, ne montraient aucune surprise. Juste une froide évaluation. Marcos, Leia, quelle surprise! Dit-elle sans nous inviter à entrer, bloquant l'entrée. À quoi dois-je cet honneur à cette heure? Bonjour, Sarah, dit Marcos. Sa voix était tranchante. Nous amenons maman. Elle va rester avec vous un moment. Sarah ne broncha pas, elle croisa les bras sur sa poitrine et regarda Carmen. Un moment, que s'est-il passé? Problèmes électriques dans votre maison. Son sarcasme était un rasoir. Problème de cohabitation, dit Marcos sans mordre à l'hameçon. Elle-même a exprimé sa préférence pour votre niveau de vie,
donc j'ai pensé qu'elle serait mieux ici. Carmen retrouva sa voix, une version faible et plaintive. Sarah, ma fille, ça a été terrible. J'ai été viré à cause de Carmen. Marcos la coupa d'un regard qui aurait pu geler le soleil. Décide, tu restes ici tranquillement ou tu retournes à la voiture? Carmen ferma la bouche. Bois. Sarah nous scruta. Son regard tomba sur moi. Un long regard méprisant. Je tins bon. Je n'allais pas détourner les yeux. Diego n'est pas là, dit enfin Sarah. Il a un dîner d'affaires. C'est mieux s'il ne rentre pas avant tard. Dit Marcos. C'est comme ça que tu lui annonceras la nouvelle. Je suis sûr que tu sais comment faire. Il essaya de passer la valise à Sarah. Elle ne leva pas le petit doigt. La valise resta entre eux sur le sol comme un témoin gênant. Nous ne pouvons pas la garder, Marcos, dit Sarah en baissant la voix, mais son ton était ferme et inébranlable. Non, nous sommes très occupés en ce moment. Diego voyage la semaine prochaine et j'ai l'affaire de la banque. Ce n'est pas une demande, Sarah. C'est un fait, dit Marcos. Il s'écarta, plaçant Carmen entre lui et sa belle-sœur. C'est ta belle-mère et elle veut être ici avec son fils à succès et sa belle-fille, l'avocate Star. Son imitation de la voix de Carmen était cruellement précise. Carmen pâlit encore plus. Profitez-en. Et sur ces mots, il se retourna. Il prit mon bras. Allons-y. Léa Marcos sur la Carmen, un cri déchirant. Tu ne peux pas me laisser comme ça, et elle est ta mère. Marcos s'arrêta. Il ne se retourna pas. Ses épaules se tendirent. Oui, tu es ma mère. Et elle, dit-il en pointant derrière moi d'un léger signe de tête sans me regarder. C'est ma femme. J'ai choisi. Il y a des années. Et il continua à marcher vers l'ascenseur. Moi, stupéfaite, je le suivis. Je n'osais pas regarder en arrière. J'entendais le halètement de Carmen, le silence glacial de Sarah. Nous appuyâmes sur le bouton. Les portes de l'ascenseur se fermèrent lentement, coupant la scène de Carmen, debout sur le seuil comme un paquet oublié. Sarah, bras croisés, regardait la valise avec répulsion. La descente fut interminable. Marcos s'appuya contre le mur, ferma les yeux et expira un long soupir tremblant. Mon Dieu, murmura-t-il. On l'a fait. Je hochai simplement la tête. Je n'avais plus de voix, je n'avais plus rien. En sortant, je levai les yeux vers la fenêtre illuminée de l'attique. Une silhouette qui regardait. Carmen, je vis sa silhouette contre la lumière, petite, perdue. Puis une deuxième, plus mince, s'approcha. Sarah posa une main sur son épaule, non comme un réconfort, mais comme une direction, pour l'éloigner de la fenêtre. La silhouette de Carmen disparut. Marcos démarra la voiture. Cette fois il conduisait plus lentement, comme un somnambule. « Tu penses vraiment qu'ils la laisseront entrer » murmurai-je. « Ils devront, dit-il. Mais ça ne sonnait pas sûr. C'est sa mère. C'est la loi. Il n'y a pas de loi pour ça, Marcos. Eh bien, il devrait y en avoir une. Dit-il avec amertume. Une loi qui dit, n'empoisonne pas la vie de ton enfant. Ne détruis pas sa femme ou tu te retrouveras sans famille. On rentre à la maison. L'appartement semblait plus grand, plus vide. Le fantôme du dîner, des cris, du verre brisé, flottait encore dans l'air. Marcos alla directement à la cuisine, ouvrit le réfrigérateur, sortit une bouteille d'eau, but directement à la bouteille, puis posa les deux mains sur le plan de travail et baissa la tête. Je restai sur le seuil. Je ne savais pas comment l'approcher. Je ne savais pas quoi dire. Je suis désolé. C'était inutile. Merci. C'était incorrect. Je ne sais plus qui je suis, dit-il soudain, sans se retourner. Sa voix était rauque. Ce que j'ai fait est soit être un bon mari, soit un monstre. Je m'approchai. Je posai mes mains sur les siennes sur le plan de travail froid. Tu as été mon mari, dis-je simplement. C'est tout ce qui compte. Il se retourna et m'enveloppa dans ses bras. Une étreinte désespérée, forte, comme si nous nous noyions tous les deux. Je m'accrochai à lui.
Il sentait la fatigue, la peur, la décision. « Je t'aime, Leia » murmura-t-il dans mes cheveux. « Je t'aime plus que tout au monde, plus qu'elle. Et ça a un prix. Et je viens de commencer à le payer. » Je le savais. Je le sentais dans la pression de sa poitrine contre la mienne. Le prix serait élevé, très élevé. Et la longue nuit, la première de nombreuses nuits dans une maison étrangement silencieuse où l'écho d'une assiette brisée résonnerait pour toujours. La porte en bois massif de Diego et Sarah se ferma derrière nous avec un clic sec et final. Le son résonna sur le palier de marbre silencieux. Marcos et moi restâmes là, fixant la surface lisse et sombre de la porte, comme si elle pouvait nous offrir une réponse. Marcos expira. Un long soupir, lourd du poids de la nuit. Puis, sans un mot, elle tourna les talons et se dirigea vers l'ascenseur. Je le suivis. Mes jambes semblaient en coton. À l'intérieur de l'ascenseur, avec ses murs miroirs, nous nous vîmes refléter, pâles, nos visages marqués par la tension. Marcos appuya trop fort sur le bouton du rez-de-chaussée. « Alors, maintenant ?» demandai-je, et ma voix sonnait étrange, comme si ce n'était pas la mienne. « Maintenant rentrez à la maison », dit-il en fixant les numéros qui descendaient. « Essayez de dormir, essayez d'oublier cette nuit. Tu penses qu'ils la laisseront entrer ? J'ai vraiment envie de dire qu'ils devraient l'accueillir. » Je ne pouvais pas sortir de ma tête l'image de Sarah bras croisés, bloquant l'entrée. Il n'y avait eu ni étreinte ni salutation belle-mère, seulement une froide évaluation calculatrice. « Ils devront le faire », répéta Marcos, la même phrase qu'avant, mais maintenant dépourvue de toute conviction. Ça sonnait automatique, comme un amant, quelque chose que l'on se répète pour ne pas s'effondrer. C'est leur obligation. La voiture sentait l'air stagnant, une sorte de malaise. Marcos conduisait en silence, les mains crispées sur le volant. Je regardais par la fenêtre les lumières de Barcelone. La ville était encore vivante, indifférente à notre petit drame familial. Dans un luxueux appartement, ma belle-mère se tenait dans un couloir de designer avec une valise à ses pieds, tandis que sa belle-fille parfaite la scrutait. La compassion, un sentiment absent pendant l'explosion, commença à pointer comme une mauvaise herbe au milieu de la colère et du soulagement. « Elle va se sentir abandonnée », murmurai-je, presque pour moi-même. Marcos frappa le volant avec la paume de sa main. Un coup sec et frustré. J'ai été abandonné par elle pendant 30 ans. Leia, tu comprends ? Chaque comparaison avec Diego, chaque cadeau qui le faisait paraître plus grand, chaque réussite de la mienne qui passait inaperçue. Ça, ce n'est pas un abandon, ce sont des conséquences. Je ne savais pas quoi répondre. C'était la première fois qu'il parlait ainsi, avec une telle franchise. Il avait toujours justifié sa mère, adouci ses commentaires. Le voile s'était soudain déchiré. Quand nous rentrâmes à la maison, le silence était physique, un poids qui nous enveloppa quand nous ouvrîmes la porte. La table de la salle à manger était débarrassée, le sol était propre. Il ne restait aucune trace de l'assiette brisée, mais son fantôme occupait le centre de la pièce. Marco alla directement dans la chambre. Je vais prendre une douche. Je restai dans le salon. Je balayai l'espace du regard. Le coussin où Carmen s'asseyait pour regarder la télé, la tasse avec son initiale que nous gardions pour ses visites, le livre de cuisine qu'elle n'utilisait jamais mais critiquait toujours. Chaque objet criait son absence, mais ce n'était pas de la nostalgie, c'était du conflit, du danger contenu. Mon téléphone vibra dans ma poche. Un message. Un frisson me parcourut l'échine avant même de regarder. Je le sortis. C'était un numéro non enregistré, mais je le reconnus instantanément. Diego, à quoi pensais-tu ? 3 mots. Un monde d'accusations. Mes doigts tremblèrent sur l'écran. Je ne savais pas quoi répondre. Que pouvais-je dire ? Ta mère a insulté ma vie et mon travail. Elle a cassé une assiette et ton frère l'a emmenée là où elle a toujours dit qu'elle serait plus heureuse. Ça sonnait comme une excuse d'adolescente. J'écrivis et supprimai plusieurs réponses. À la fin j'écrivis simplement « Désolé Diego ». C'était très tendu. La réponse arriva instantanément. Tendu. Clair. Et votre solution est de nous refiler le problème. Sarah est hors d'elle. Maman pleure sur le canapé. Vous êtes égoïste. La rage qui dormait se réveilla soudain.
Égoïste. Nous serrâmes le téléphone fort. Je pouvais presque entendre la voix de Diego, ce ton de supériorité morale qu'il utilisait toujours. Le fils à succès qui ne se salissait jamais les mains. J'écrivis tout d'un coup. Elle a dit qu'elle ne pouvait pas vivre avec une personne inutile comme moi, que sa belle-fille idéale était Sarah. Marcos lui a seulement donné ce qu'elle demandait. Profitez de votre invité, et j'appuyai sur envoyer avant de changer d'avis. Il n'y eut plus de réponse. Un lourd silence. Un silence de bataille déclaré. Après un moment, Marco sortit de la douche avec les cheveux mouillés et un vieux t-shirt. Il semblait plus jeune et plus vulnérable. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda-t-il en voyant mon expression. Diego m'a écrit. Je lui montrai le fil des messages. Il les lut. Sa mâchoire se crispa. Ne lui réponds plus. Ce n'est pas ton affaire. Bien sûr que c'est ton affaire. Sa mère vit chez lui. Et qu'elle y reste, dit-il avec une amertume qui me glaça jusqu'aux os. Elle a toujours été sa mère préférée. Il devrait accepter les conséquences d'être le préféré, et la supporter quand elle critique la vaisselle, le prix du vin ou la façon dont Sarah s'habille. Pourquoi le ferait-il? Il ne sait rien faire d'autre. Il s'affaissa sur le canapé et se frotta le visage avec les mains. Mon Dieu, quel bazar, quel putain de bazar. Je m'assis à côté de lui, mais sans le toucher. Il y avait une distance entre nous, nouvelle, étrange, une distance faite par la décision qu'il avait prise pour nous deux. Et oui, je commençais. Il ne m'interrompit pas en devinant mes pensées. Non, Leia, elle ne reviendra pas. Non, peut-être pas maintenant, jamais. Non, pas tant qu'elle ne s'excusera pas vraiment. Et ça n'arrivera pas. La certitude dans sa voix était absolue et terrifiante. Je hochai la tête, silencieuse, que pouvais-je faire d'autre? La nuit fut longue et agitée. Nous dormîmes peu, séparés par un espace dans le lit qui semblait un abîme. Chaque bruit de l'immeuble me faisait sursauter. J'attendais absurdement d'entendre la porte s'ouvrir, de voir Carmen entrer comme si de rien n'était, demandant un verre d'eau. Mais la porte resta fermée, le silence était total. Le lendemain matin, l'atmosphère était dense et respirable. Marcos partit au travail tôt avec un baiser rapide sur la joue. Ne réponds à personne, me dit-il à la porte. Ni à Diego, ni à ma mère. Laisse-moi faire. Je passai la matinée dans un état léthargique. J'essayais de lire. J'essayais de travailler sur quelques croquis. C'était inutile. Mon esprit était dans ce pantouse luxueux. À 11 heures, je n'en pouvais plus. Je pris mon sac et sortis. Je n'allais nulle part en particulier. Je déambulais sans but dans les rues de Gracia. Le soleil du matin brillait indifféremment. Les gens riaient aux terrasses. La vie continuait. Je me sentais comme un fantôme, détaché de la réalité. Enfin, mes pieds me conduisirent, presque sans le vouloir, à leur immeuble. L'immeuble moderne, impassible. Je levai les yeux vers l'étage supérieur. Les fenêtres réfléchissantes n'offraient aucune vue. Que se passait-il là-dedans? Carmen prenait-elle le petit déjeuner avec eux, ou était-elle enfermée dans une chambre d'amis aussi inconfortable que la nôtre? Je me sentis stupide, pathétique, à espionner comme une adolescente. J'allais partir quand je vis la porte d'entrée s'ouvrir. Mon cœur fit un bond. Je me retournai, mais ce n'était pas Carmen, c'était Sarah. Elle avait l'air impeccable, comme toujours. Tailleur pantalon, talons hauts, un sac de designer sur le bras. Elle parlait au téléphone, l'expression sérieuse. Oui, je sais, Paco. Le contrat doit être prêt cet après-midi. Non, je ne peux pas. J'ai une affaire familiale imprévue. Elle s'arrêta sur le trottoir à quelques mètres de moi, dos à moi. Elle ne m'avait pas vu. Elle raccrocha et soupira, se frottant la nuque. Pendant un instant, sa posture parfaite vacilla. Elle avait l'air fatiguée, irritée. Puis elle se redressa, prit ses clés de voiture dans sa poche et s'approcha d'une Audi argentée garée devant. Je ne pus résister. Sarah se retourna, surprise. Ses yeux, en me reconnaissant, passèrent de la surprise à une froideur instantanée. Leia, quelle coïncidence.
Son regard balaya la rue comme s'il cherchait Marcos. Tu es seul ici? Oui, je passais juste par là. Eh bien, continue, dit-elle en ouvrant la portière. Ce n'est pas le meilleur moment. Comment va-t-elle? La question m'échappa avant que je puisse réfléchir. Sarah s'arrêta. Elle me regarda avec un mélange de mépris et d'exaspération. Comment penses-tu qu'elle va? Elle a passé la nuit à pleurer. Diego a à peine dormi. J'ai une journée d'enfer au bureau et une belle-mère hystérique dans mon salon. Tu penses qu'elle va bien? Je suis désolé, marmonnai-je automatiquement. Puis la colère revint. Mais elle, Sarah m'interrompit d'un geste brusque de la main. Oui, je sais. La pauvre petite victime. Quelle scène vous avez faite hier soir? Très dramatique. Se renvoyer le problème comme une patate chaude. Eh bien, félicitations, vous nous l'avez laissé. Diego est déchiré entre la culpabilité et l'envie de la mettre dehors. Ces mots furent un seau d'eau froide. Quoi, Diego? Il veut la mettre dehors? Bien sûr qu'il veut la mettre dehors, dit Sarah en baissant la voix, mais avec une intensité féroce. Ce n'est pas un hôtel de plage. Nous avons des vies, nous avons des emplois du temps. Nous ne pouvons pas nous occuper d'une femme qui elle passe la journée à se plaindre de tout. Elle a déjà critiqué le café, le rangement de la cuisine et le prix du tapis du salon. Elle est là depuis 12 heures. Je ne pus m'empêcher de ressentir une pointe de quelque chose d'affreux, un arrière-goût amer qui n'était pas de la joie, mais qui y ressemblait. Justice poétique. Elle a toujours dit qu'elle préférait vos vies, dis-je, incapable de me retenir. Sarah me regarda comme si j'étais un insecte. Eh bien, maintenant elle l'a, et tu verras combien de temps ça durera. Diego n'est pas Marcos. Il n'a pas cette patience de saint. Il se lasse vite. Elle monta dans la voiture. Avant de fermer la portière, elle ajouta, et rends-moi service. Ne reviens plus ici. Tu n'aides pas. Elle démarra et partit, laissant une odeur d'essence et de ressentiment dans l'air. Je restai là sur le trottoir, me sentant plus seul et confuse que jamais. Ce n'était pas du soulagement que je ressentais, c'était de la peur, une peur profonde et froide. Marcos croyait avoir placé sa mère dans un endroit sûr, dans le port de son fils préféré, mais ce port avait des portes d'acier et elles étaient sur le point de se fermer. Et quand Carmen se retrouverait vraiment dehors, sans son fils docile Marcos pour la récupérer, que se passerait-il alors? La tempête, réalisai-je, n'était pas terminée, elle avait seulement changé de direction et planait maintenant, sombre et menaçante, sur nous tous. L'appel arriva 2 jours plus tard. Il était 20 heures, Marcos était dans la cuisine en train de préparer le dîner. J'essayais de lire, mais les mots dansaient devant mes yeux sans sens. La sonnerie de mon téléphone portable me fit sursauter. C'était Diego, je ne l'avais pas appelé. J'avais suivi le conseil de Marcos. Le silence était un mur entre les deux maisons, et j'en étais lâchement reconnaissante. Marcos passa la tête par la porte de la cuisine avec une spatule à la main. « Qui est ton frère ?» Son expression se durcit. « Ne réponds pas. » Mais le téléphone continua de sonner. Un bip persistant et agressif, comme s'il savait que nous nous cachions là. À la 5e sonnerie je posai le livre et décrochai. « Diego, Marcos est là ?» Sa voix était dure, sans salutation. En arrière-plan, on entendait le bruit de la circulation. « Oui. »« Qu'est-ce qui ne va pas ?» ?»« Dis-lui de descendre maintenant. »« Je suis à ta porte de rue avec maman. » Un point de glace se referma autour de mon estomac. « Quoi ? » ?»« Ici. »« Pourquoi ? » ?»« Parce qu'elle ne reste pas une minute de plus chez moi. »« Descends, Leia. »« Ou nous montons tous les deux. »« Mais ça finit maintenant. » Il raccrocha. Je posai mon téléphone sur le canapé comme s'il m'avait brûlé. Mes mains tremblaient. « Que veut-il ?» demanda Marcos en s'essuyant les mains sur un torchon. « Elle est en bas dans la rue avec ta mère. » La spatule tomba sur le sol en grès avec un clang métallique. Marcos ne fit aucun geste pour la ramasser. Toute couleur quitta son visage. Il n'a rien dit, il a dit qu'elle ne restait pas une minute de plus. Que nous descendions ou qu'il monte. Une grimace de fureur pure et nue tordit ses lèvres. Sérieusement, elle me la renvoie comme ça, comme un colis défectueux.
Marcos, s'il te plaît descends. Par lui. Nous ne pouvons pas avoir une autre scène ici. La peur rendit ma voix rauque. La scène de l'assiette brisée dansait encore derrière mes paupières. Il prit une profonde inspiration, comptant jusqu'à 5. Puis il hocha brusquement la tête. Il enleva son tablier. Reste ici. Je ne vais pas avec toi. Pelle. Je viens avec toi. J'insistai en me levant. Je n'allais pas rester là-haut à me cacher, à attendre que le tonnerre s'abatte sur ma tête. Je voulais voir. Je voulais entendre. Nous descendîmes en silence. L'ascenseur descendit avec une lenteur exaspérante. Quand la porte d'entrée s'ouvrit, nous les vîmes. Diego s'était garé en double file avec ses feux de détresse clignotants. Il se tenait près de la portière passager ouverte de sa BMW, bras croisés, l'air impatient. Et à l'intérieur, enfoncée dans le siège comme une ombre, se trouvait Carmen. Elle portait les mêmes vêtements que le jour de son départ. Elle semblait plus petite, plus âgée. Quand il nous vit sortir, Diego s'avança. Son visage, si semblable à celui de Marcos, mais poli par l'argent et l'arrogance, était tendu. Comme c'est gentil d'être descendu, dit-il, essoufflé par les salutations. Je vous ai apporté votre cadeau. Il semble qu'ils n'en veulent pas chez moi. Marco se plaça devant lui. La distance entre eux était inférieure à 1 mètre. L'air sentait la tension et l'essence. Tu penses que c'est un jeu? Diego, tu peux la porter et l'emporter comme une mallette. Je ne l'ai pas prise, explosa Diego en pointant un doigt accusateur sur lui. Tu l'as jetée à ma porte comme un chien galeux. Sans prévenir, sans demander, tu nous as mis un problème sur les épaules. Un problème, hurla Marcos. Sa voix résonna dans la rue calme. C'est ta mère que tu loues tant, celle que tu envies tant. Et c'est aussi ta mère, répondit Diego. Celle qui a vécu avec toi pendant 5 ans et soudain tu ne la supportes plus, tu te lasses d'elle? C'est gênant. Elle s'est lassée de moi. De nous, dit Marcos en baissant la voix, mais avec une intensité qui coupait plus qu'un cri. Elle a dit qu'elle ne pouvait pas vivre avec Leia, qu'elle préférait ta vie. Eh bien, maintenant elle l'a. Qu'est-ce qui se passe? Elle n'est pas aussi belle que je l'ai décrite? Diego fit une grimace de mépris. Ce n'est pas une dispute enfantine, Marcos. Sarah et moi avons des responsabilités. Une vie. Nous ne pouvons pas nous occuper d'une vieille femme capricieuse qui passe la journée à geindre et à critiquer les meubles. Une vieille femme capricieuse. Les mots flottaient dans l'air froid de la nuit. Dans la voiture, Carmen se recroquevilla. Je la vis porter une main à sa bouche. Ah. Marcos laissa échapper un rire amer et sans humour, alors maintenant c'est une vieille femme capricieuse. Il y a 3 jours elle était la mère merveilleuse, la grand-mère parfaite, qui méritait le meilleur. Les choses changent si vite quand on se salit les mains. Ne viens pas me faire la morale, claqua Diego. Tu t'en es servi pour faire ton spectacle. Pour lui donner une leçon. C'est ça. Leçon donnée. Et maintenant ramasse-la. Je ne suis pas ta décharge et je ne suis pas ta garderie, répondit Marcos froidement. Elle a fait son choix. Elle a choisi ta maison. Ta vie reste avec toi. Elle ne reste pas avec moi. Diego rugit. Il perdit son sang-froid. Il s'approcha de Marcos jusqu'à ce qu'ils soient face à face. Tu m'écoutes? Non. Sarah dit non. Et chez moi, ce que dit Sarah est parole d'évangile. Maman part maintenant, soit avec toi soit avec le diable, mais elle quitte ma maison. Le silence qui suivit fut glacial. On entendait la respiration laborieuse de Diego, le faible bourdonnement de la radio de la voiture. Carmen ne fit aucun bruit. C'est alors qu'elle ouvrit la portière. Elle sortit de la voiture avec des mouvements lents et tremblants. Elle semblait avoir vieilli de 10 ans en 2 jours. Elle nous regarda tous les 3 un par un. Ses yeux, autrefois remplis de fureur, ne montraient maintenant qu'un vide désolé, une confusion absolue. Mes enfants, dit-elle, sa voix un fil rauque. Mes 2 enfants. Se disputant dans la rue sur qui garde le fardeau. Avec la vieille maman, commença Diego, avec une pointe de malaise. Non. Maman, j'ai tout entendu.
Vieille femme capricieuse. Problème. Décharge. Elle répéta les mots comme s'il brûlait sa langue. Elle regarda Diego. C'est comme ça que tu me vois, je suis un problème pour toi. Diego fixa le sol, frustré. Maman, ce n'est pas ça, c'est que Sarah et moi n'avons pas coupé à nouveau, elle se tourna vers Marcos. Son regard était une plaie ouverte. Et toi, mon enfant, que j'ai soigné, que j'ai aimé, tu me jettes dehors, vraiment? Tu me jettes à la rue? Marcos ne détourna pas le regard, mais je vis quelque chose de humide briller dans ses yeux. Douleur, fureur, une loyauté déchirée. Tu m'as jeté dehors la première, mère, dit-il, et sa voix se brisa sur le dernier mot. Tu as choisi de détruire ma maison. Je t'ai seulement emmené là où tu disais que tu serais heureuse. Carmen baissa la tête. Un sanglot sec et déchirant secoua son corps. Elle s'appuya contre le côté de la voiture, comme si elle ne pouvait pas tenir debout. Aucun de nous ne bougea. Un jeune couple passa sur le trottoir opposé en riant. Ils nous jetèrent un coup d'œil curieux et pressèrent le pas. Ce fut Diego qui rompit le silence. Il sortit quelque chose de la poche de son manteau, une liasse de billets. Il la tendit vers Marcos. Prends ça pour un hôtel, pour ce que tu veux, une semaine, 2, jusqu'à ce que la crise passe ou que tu trouves une résidence, ce que tu veux. Marcos regarda l'argent comme s'il s'agissait d'excréments. Garde ton argent, Diego. Ne sois pas idiot, Diego claqua de la langue. Qu'est-ce que tu vas faire? La laisser ici sur le trottoir. Il baissa la voix avec un ton de conspirateur. Écoute, je sais que Sarah a été dure. Mais le fait est que maman ne s'intègre pas, elle ne comprend pas notre rythme, elle critique tout, elle pleure constamment. C'est épuisant. Tu la connais mieux. Tu sais comment la traiter. Voilà. La vérité nue. Ce n'était pas une question de loyauté ou de principe. C'était le confort. Diego ne voulait pas du stress. Sarah ne voulait pas de l'intrusion. Et Carmen était superflue. Un hôtel, murmura Carmen en levant les yeux. Ses yeux passaient sans but de l'un à l'autre. Vous m'envoyez à l'hôtel comme une étrangère. Maman, c'est temporaire, commença Diego. Tais-toi, hurla-t-elle soudain avec un reste de son ancienne force. Vous deux, taisez-vous, vous êtes sans cœur. Elle couvrit son visage de ses mains et éclata en sanglots. Un cri amer de défaite totale. Ce n'étaient pas les pleurs théâtraux de l'autre soir. C'était réel, déchirant. Marcos ferma les yeux et prit une profonde inspiration. Quand il les ouvrit, une décision avait été prise. Une décision qui pesait lourdement sur lui. Va-t'en, Diego, dit-il avec un calme terrible. Quoi? Va, prends ta voiture et ton argent. Je m'en occupe. Diego cligna des yeux de surprise. Puis, un éclair de soulagement traversa son visage. Un soulagement rapide et mesquin. Sérieusement, Marcos, si c'est une question d'argent. Ce n'est pas une question d'argent, dit Marcos. Et chaque mot était comme un clou. C'est parce que, apparemment, un seul des deux est son vrai fils. Même si elle n'a jamais voulu le voir. Maintenant va-t'en avant que je change d'avis. Diego hésita une seconde. Il regarda sa mère, qui pleurait contre la voiture. Il regarda son frère, debout immobile comme un mur. Puis il hocha la tête une fois. Rapidement. Bien. Vous vous débrouillez. Appelez-moi. Et sans regarder en arrière, il se retourna, monta dans la voiture et démarra le moteur. La BMW s'éloigna dans la rue, laissant une traînée de fumée et de trahison. Et nous étions là, tous les trois. Sur le trottoir froid. Carmen, perdue dans ses larmes. Marcos, debout, fixant le vide où il avait été. La voiture et moi, piégés au milieu, ne sachant pas quoi faire, quoi dire, comment respirer. Marcos s'approcha lentement de sa mère, comme s'il approchait un animal blessé. « Allez, mère, dit-il, et sa voix n'était plus glaciale. Elle était juste fatiguée, infiniment fatiguée. Je ne vais pas te laisser dans la rue. Carmen leva un visage baigné de larmes. Où? À l'hôtel. Il y avait une peur terrible dans ses yeux. La peur du néant,
de n'avoir nulle part où aller. Marcos secoua la tête, tendit une main vers la maison. Pour ce soir. Juste pour ce soir. Elle regarda sa main tendue. Puis elle me regarda. Dans ses yeux il n'y avait plus de mépris, seulement de la honte et une douleur si profonde qu'elle me faisait mal à regarder. Elle ne prit pas la main de Marcos. Elle se leva seule avec effort. Elle arrangea sa veste avec des gestes maladroits. Une dignité brisée, mais une dignité quand même. Juste ce soir, murmura-t-elle comme pour elle-même. Puis elle regarda Marcos. Demain, je verrai demain. Marcos hocha la tête, ne dit rien, se retourna et se dirigea vers l'entrée de l'immeuble. Il marchait lentement, les épaules affaissées. Carmen le suivit, mal assurée sur ses pieds. J'étais la dernière. Avant d'entrer, je jetai un coup d'œil dans la rue, vers l'endroit où la BMW avait disparu. Le soulagement de Diego était palpable, même de loin. Il était libre. Il avait laissé le nœud dans nos mains, et le nœud montait maintenant avec nous dans l'ascenseur, silencieux, brisé et rempli d'une haine qui ne savait plus où se diriger. La nuit où Carmen revint fut la plus longue de ma vie. L'ascenseur monta dans un silence absolu. On n'entendait que le bourdonnement du moteur et la respiration saccadée de ma belle-mère. Marcos fixait les numéros. Je fixais le reflet des trois dans la porte métallique, un trio d'étrangers liés par un fil de sang et de ressentiment. En entrant dans l'appartement, Carmen s'arrêta sur le seuil. Elle examina le salon comme s'il s'agissait d'un endroit inconnu et hostile. Son regard s'attarda sur l'endroit du sol où elle avait fracassé l'assiette. Aucune trace ne restait, mais nous la voyons tous. Ta chambre est exactement comme tu l'as laissée, dit Marcos sans la regarder. Sa voix semblait rauque. Il se dirigea vers le couloir. Bonne nuit. Il s'enferma dans notre chambre. La porte claqua non fort, mais c'était final. Carmen et moi restâmes seuls dans le salon. L'air était épais, lourd de tout ce qui n'avait pas été dit. Elle restait debout près du canapé avec son manteau, comme si elle attendait une invitation pour s'asseoir. Comme si elle était une invitée ou une intruse. Tu peux enlever ton manteau, dis-je enfin, me forçant à parler. Veux-tu un verre d'eau? Elle me regarda. Ses yeux, gonflés d'avoir pleuré, ne dégoûtaient plus de poison, seulement une fatigue infinie et quelque chose qui aurait pu être de la honte. Elle hocha la tête, à peine un mouvement de tête. J'allai à la cuisine. Mes mains tremblaient en remplissant le verre. Quand je revins, elle s'était assise sur le bord du canapé, le dos rigide. Je posai le verre sur la table devant elle, gardant mes distances. Merci, murmura-t-elle. Elle ne toucha pas le verre. Un silence interminable s'étira. J'entendais le tic-tac de l'horloge de la cuisine. Chaque seconde était une agonie. Lui, Diego, commença-t-elle, et elle s'étrangla. Il ne m'a jamais parlé comme ça. Parfois les gens disent des choses qu'ils ne pensent pas, répondis-je mécaniquement. Je n'y croyais pas, et elle le savait. Non, elle secoua lentement et lourdement la tête. Je l'ai pensé. Je l'ai vu dans ses yeux. Je suis une gêne, prononça-t-elle le mot avec un dégoût terrible, comme s'il brûlait sa langue. Pour mon propre fils. Je ne savais pas quoi dire. Je ne pouvais pas la réconforter. Je ne pouvais pas lui dire que ce n'était pas vrai. Alors je restai silencieuse. Et toi, demanda-t-elle soudain en levant les yeux vers moi. Son regard était direct, dépourvu de son dédain habituel. Seulement de la curiosité, une curiosité douloureuse. Es-tu heureuse? La question me prit au dépourvu. Heureuse de me voir comme ça, humiliée, renvoyée, comme un colis dont personne ne veut. Il n'y avait aucun reproche dans sa voix, seulement une question sincère, presque scientifique. La colère, une colère sourde qui palpitait depuis des années, remua dans ma poitrine, mais en la voyant là, petite et brisée, elle se dégonfla. Non, Carmen, dis-je. Et pour la première fois, je lui parlais avec une honnêteté totale. Je ne suis pas heureuse. C'est un désastre pour tout le monde. Elle baissa la tête, hocha plusieurs fois, comme si elle confirmait quelque chose pour elle-même. J'ai toujours su que Diego était froid, comme son père, mais je pensais, avec moi, ce serait différent. Je suis sa mère. Et Marcos n'est pas froid, dis-je.
Et ma voix sonna plus dure que je ne le voulais. C'est pour ça que ça fait plus mal. Carmen ferma les yeux. Une grosse larme s'échappa et coula sur sa joue ridée. Elle n'essaya même pas de l'essuyer. Il a toujours été le plus sensible, le plus tendre. J'avalais. Je pensais autrefois que la tendresse était une faiblesse. Qu'un homme doit être dur comme Diego. C'est pour ça que je le poussais. C'est pour ça que j'exigeais plus de lui pour qu'il devienne fort. Et tout ce que tu as réussi à faire, dis-je, incapable de me retenir, c'est de l'éloigner. Je sais, murmura-t-elle les deux mots. Un son si bas que je l'entendis à peine. Puis, soudain, elle mit les mains sur son visage. Mon Dieu, je sais. Et elle éclata en sanglots, non avec les sons dramatiques et sanglotants d'avant, mais avec un cri silencieux et déchirant qui secoua tout son corps. Je me figeai. Je ne pouvais pas la réconforter, je ne pouvais pas la toucher. La distance entre nous était un abîme d'années. Mépris, commentaires venimeux, regards dédaigneux, un verre d'eau et un océan de ressentiment. Enfin, je me levai. Tu devrais essayer de dormir, dis-je, ma voix sonnant distante. Demain, on verra. Elle hocha la tête, incapable de parler. Elle se leva, chancelante, et alla dans la chambre d'amis, la même qu'elle avait quittée avec une boucle il y a quelques jours seulement. Elle ferma la porte silencieusement. Je restai dans le salon dans le noir. Je n'entendais rien de la chambre. Marcos serait éveillé, allongé dans le lit, fixant le plafond comme moi. Deux fantômes dans la même maison, séparés par un couloir et une femme brisée. Après un moment, j'entendis un bruit, un son étouffé et rythmé. Je m'approchai discrètement de la porte de sa chambre. Ce n'étaient pas des pleurs, c'était un murmure. Je m'approchai. J'appuyai mon oreille contre le bois, me sentant mesquine, mais incapable de m'arrêter. C'était Carmen. Elle parlait. Elle était seule ou priait. Je ne distinguais pas les mots, mais le ton était monotone, désespéré, un murmure de douleur et de confusion, puis silence, et puis le son d'un tiroir qu'on ouvrait, d'un papier qu'on dépliait, et puis un hoquet étouffé, différent. Je reculai, le cœur battant. Qu'est-ce que c'était? Une photo? Une lettre? Je ne voulais pas savoir. Je me sentais comme une voleuse. Je retournai au canapé et m'enveloppai dans une couverture, attendant une aube qui refusait d'arriver. Le matin vint gris et froid. Je me réveillai avec un torticolis. Le canapé sentait encore le café. Je me redressai, désorienté. De la cuisine venait le bruit de pas doux, le tintement d'une tasse. Carmen était dans la cuisine. Elle se tenait devant la cafetière, portant mon peignoir. Elle avait fait du café, 2 tasses, une devant elle, l'autre de l'autre côté de la table. Elle me regarda quand j'entrai. Elle semblait avoir dormi encore moins que moi. Elle avait de profonds cernes sous les yeux, mais son visage était serein. Étrangement calme. « Bonjour, dit-elle. » Sa voix était rauque, mais claire. « J'ai fait du café. Je suis désolé. J'ai utilisé ton café. Je ne savais pas où tu gardais les nouveaux. » Non, ça ne fait rien, marmonnai-je, complètement prise au dépourvu. Ma belle-mère, Carmen, me faisant du café. Elle s'assit. Elle hocha la tête vers la tasse devant elle. S'il te plaît, assieds-toi. Je m'assis avec la prudence de quelqu'un qui approche un animal sauvage. Le café sentait bon, fort, exactement comme elle l'aimait. Elle prit une gorgée, grimaça. Il est fort, comme je l'aime. Tu l'aimes plus faible. Je sais. Je suis désolé. Elle s'excusait pour le café. Après des années de critiques, de mépris, d'une assiette brisée à mes pieds, je ne savais pas comment réagir, alors je pris simplement ma tasse. Ce n'est pas bien, dit-elle en me fixant. Ses yeux étaient les mêmes qu'hier, sans masque. Rien de tout ça n'est bien, Leia, dit-elle en prononçant mon nom. Elle le faisait rarement. C'était généralement toi ou elle. Hier soir, quand Diego est parti, quand je t'ai entendu parler, j'ai vu quelque chose. Il tomba, cherchant les mots. J'ai vu ce que je fais depuis des années. À Marcos, à toi, elle prit une autre gorgée de café comme si elle avait besoin de force.
J'ai toujours pensé que je poussais Marcos à être meilleur, à être comme son frère, plus ambitieux, plus réussi, mais je ne faisais que le pousser, l'éloigner de moi, parce qu'il était plus facile d'aimer celui qui était déjà parfait, celui qui n'avait pas besoin de moi. Diego n'a jamais eu besoin de moi, et c'est pour ça que je le préférais. J'étais une lâche. Les mots tombèrent comme des pierres dans le silence de la cuisine. Elle les admit, les reconnut avec une franchise qui me coupa le souffle. Marcos. Marcos a toujours eu besoin de moi, même quand il était un homme adulte. Et ça me faisait peur parce que ça signifiait que je pouvais le décevoir. Et je l'ai fait. Sa voix se brisa. Je l'ai déçu hier. Je l'ai toujours déçu. Et je t'ai blessé par envie. Envie, répétai-je, stupéfaite. Oui, elle hocha la tête, les yeux brillants. Il t'envie, ta tranquillité, ta paix, le bonheur que tu lui donnes. Personne ne m'a jamais regardé comme il te regarde. Même pas son père, certainement. Tu as quelque chose que je n'ai jamais eu. Et au lieu de l'admirer, je l'ai haï parce qu'il me rappelait tout ce qui me manquait. C'est plus facile de mépriser ce qu'on ne veut pas admettre qu'on veut. Je fixais la vapeur qui montait de ma tasse. Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. Était-ce réel, ou était-ce encore un tour, une manipulation plus subtile? Pourquoi me dis-tu ça maintenant, demandai-je avec méfiance. Parce qu'hier soir, quand cet homme que j'appelle mon fils m'a offert de l'argent pour un hôtel, dit-elle et il y avait une pointe d'amertume dans sa voix, j'ai réalisé que je n'avais personne, que j'étais complètement seul, et le seul endroit où je pouvais retourner était ici. À l'endroit que j'avais empoisonné moi-même, et j'ai vu ton visage. Il n'y avait pas de triomphe. Il n'y en avait pas, je te l'ai dit. Il y avait de la pitié. Et ça fait plus mal que le mépris de Diego. Elle se leva et alla à la fenêtre. Elle regarda la rue grise. Je ne vais pas te demander de me pardonner, Leia. Je ne le mérite pas, et je ne vais pas dire que je vais changer du jour au lendemain. Garder rancune est une vieille habitude, mais je pars aujourd'hui. Je me levai d'un bond. Partir où? Je ne sais pas. Elle haussa les épaules. C'était un geste étrange pour elle, si plein de défaitisme. À un hôtel avec l'argent de Diego, au moins au début. Ensuite je chercherai un petit endroit, une résidence, peut-être quelque chose, mais Marcos ne voudra pas. Marcos ne sait plus ce qu'il veut, dit-elle en se détournant. Son regard était clair, triste. Il m'aime comme un fils, mais il ne me supporte pas comme une personne. Et il a raison. J'ai été une terrible mère, une belle-mère encore pire. Je ne mérite pas son sacrifice, ni le tien. À ce moment, la porte de la chambre s'ouvrit. Marcos apparut sur le seuil. Il était échevelé, portant les vêtements froissés de la veille. Il nous regarda toutes les deux assises à la table. Avec le café entre nous. Son expression était d'un total ahurissement. Quoi? Qu'est-ce qui se passe ici? Demanda-t-il, la voix rauque de sommeil. Carmen me regarda, puis lui. Elle prit une inspiration. Je pars, fils, aujourd'hui. Et je vous présente mes excuses à tous les deux. Les mots lui coûtèrent un effort visible, mais elle les prononça clairement. Et puis, avant que l'un de nous puisse réagir, elle se retourna et alla dans sa chambre, fermant doucement la porte. Marcos et moi restâmes à nous regarder au milieu de la cuisine, l'odeur de café éventé flottant dans l'air, et le poids de mots qui avaient tout changé sans rien arranger. Elle ne partit pas à l'hôtel. À la fin, elle ne put pas. L'idée d'une chambre anonyme, d'un petit déjeuner sur un plateau en plastique, l'effrayait plus que la solitude. Ainsi, après 2 nuits supplémentaires d'une trêve tendue et silencieuse dans notre appartement, Carmen annonça qu'elle retournait dans son ancien logement. La maison de la rue Verdi, demanda Marcos, surpris. C'était le petit appartement. Dans la partie plus récente de la ville où ils avaient grandi et où Carmen avait vécu avec son mari jusqu'à sa mort. Il était vide depuis des années, elle le louait à des étudiants, mais le dernier locataire était parti le mois précédent. Mais il est plein de bric-à-brac, non meublé. Il a 4 murs et un lit, dit-elle avec son ancienne sécheresse, bien que maintenant ça sonna comme de la résignation. Et il est payé. Je ne coûterai d'argent à personne. C'est mon endroit. Il n'y eut pas d'argument. Marcos et moi passâmes un week-end à l'aider à nettoyer l'essentiel. La poussière couvrait tout, et l'air sentait le renfermer et les vieux souvenirs.
Carmen se déplaçait dans les pièces familières avec un calme étrange, presque fantomatique. Il n'y eut pas de récrimination ni de larmes, juste un silence pratique et triste. Nous la laissâmes installer avec le strict minimum, un lit, une table, 2 chaises, l'ancienne cafetière. Nous promîmes de la revoir. Elle hocha la tête sans nous regarder dans les yeux. Ne vous dérangez pas. Je me débrouillerai. Une semaine passa, puis une autre. Marcos appelait tous les 2 ou 3 jours. Conversation courte, forcée. As-tu besoin de quelque chose? Non, tu vas bien. Oui. Et c'était tout. Je n'appelais pas. Je ne savais pas quoi dire, mais l'image d'elle, seule dans cet appartement rempli d'échos du passé, ne me quittait pas. C'était une épine dans ma conscience, avec toutes les autres. C'était un jeudi après-midi pluvieux. Marcos travaillait tard. Le silence de notre appartement, qui au début avait été un soulagement, pesait maintenant sur moi. C'était le silence de la culpabilité, de l'irrésolu. Sans trop y penser, je pris mon sac, un parapluie, et descendis à la boulangerie du coin. J'achetai une pâtisserie à la crème, celle que Carmen aimait. Puis, hésitante, je pris le métro vers le quartier de l'Exemple. Je n'appelais pas avant. J'avais peur qu'elle dise non. Je montai les 4 étages, le cœur battant. À sa porte, j'hésitai. Je pris une profonde inspiration et frappai. Quelques secondes passèrent. J'entendis des pas traînants. La porte s'entr'ouvrit, la chaîne encore mise. Un œil fatigué me regarda par le trou de la serrure. Par la fente. Elle s'ouvrit un peu plus grand quand elle me reconnut. Il n'y eut pas de sourire, mais pas de froncement non plus. Léa sembla plus surprise qu'ennuyée. Elle portait une vieille robe de chambre et ses cheveux étaient attachés en un chignon désordonné. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Je passais juste par là, mentis-je en levant le sac de la boulangerie. Et j'ai apporté ça. Elle me regarda, puis le sac. Son expression était indéchiffrable. Pendant un instant je pensais qu'elle allait fermer la porte, mais alors avec un soupir elle l'ouvrit complètement. Entre. Ne laisse pas le froid dans le couloir. J'entrai. L'appartement sentait l'air frais et la soupe. Il était incroyablement rangé. Austère. Dans le salon, il n'y avait que la table, 2 chaises et un vieux fauteuil face à une petite télé. Sur une étagère, quelques photos, Diego et Marcos enfants, sa photo de mariage fanée. Pas de photos récentes, rien de nous. Assieds-toi, dit-elle en allant à la cuisine. Je vais faire du café. Je m'assis sur le bord d'une chaise. J'entendis le bruit de l'eau de la cafetière. Elle revint avec 2 tasses, les mêmes que celles de notre cuisine. Je les avais apportées. Elle posa la pâtisserie à la crème sur une assiette, la coupa en 2 avec un couteau et m'offrit un morceau. Un geste simple, domestique, étrangement intime. Merci, murmurai-je. Comment va Marcos? Demanda-t-elle en s'asseyant en face de moi. Elle prit une gorgée de café. Bien, il travaille dur. J'hésitai. Il se soucie de toi. Elle laissa échapper un petit reniflement, presque un soufflement. Il ne se sent pas obligé. C'est différent. Elle me regarda. Et qu'est-ce que tu es vraiment venu faire ici, vérifier que je ne m'étais pas pendu à une poutre? La dureté de ces mots me blessa. Non, Carmen, s'il te plaît. Paisible. Dit-elle avec un geste de la main. C'est une blague. Macabre, mais une blague. Un aperçu de son ancien humour acerbe apparut puis disparut. J'y ai pensé, pour être honnête, mais je suis trop lâche. Et alors son regard erra dans la pièce vide, qui ramasserait tout ça plus tard. Ce serait une gêne même dans la mort. Ne parle pas comme ça. Pourquoi pas? C'est la vérité. Elle prit une bouchée de la pâtisserie et mâcha lentement. C'est bon. Merci. Nous mangeâmes en silence pendant un moment. La pluie tambourinait contre la fenêtre. C'était un moment étrange, presque paisible. Nous n'étions pas amis, nous n'étions même pas alliés. Mais le champ de bataille était calme pour l'instant. Et Diego finit par demander, incapable de s'en empêcher. Le visage de Carmen se ferma.
Il a appelé une fois pour voir si j'avais résolu ma situation, pour me dire si j'avais besoin d'une résidence. Il en connaissait une bonne, un peu chère, mais elle laissa la phrase en suspens dans l'air. Elle prit une gorgée de café plus longue. Je n'ai plus rien entendu depuis. Je n'en attends pas non plus. Il n'y avait pas d'amertume dans sa voix, seulement de la certitude. Une acceptation froide et douloureuse. Je suis désolé, Carmen. Moi aussi, dit-elle, et ça me surprit. Ses yeux tombèrent sur la photo de ses enfants. Je suis désolé pour beaucoup de choses aussi. Nous étions sur le point de dire quelque chose de plus, quelque chose qui pourrait commencer à refermer une faille. Quand on frappa à la porte, des coups énergiques et joyeux. Carmen fronça les sourcils. Qui ça peut être à cette heure? Elle se leva et alla ouvrir. Carmencita, mon Dieu, quelles années, quel siècle. Une voix féminine forte et chaleureuse remplit le petit couloir. Rosa, qu'est-ce que tu fais ici? La voix de Carmen était d'une surprise sincère et quelque chose de plus, du soulagement. Eh bien, je viens voir ma meilleure amie, que veux-tu que je fasse d'autre? Et je suis à Barcelone aujourd'hui seul jusqu'à ce soir, en route pour voir ma sœur à Gérone, et je me suis dit, il faut que je voie Carmen et regarde, quelle chance, tu es à la maison. Une femme entra dans la pièce en laissant une traînée de parfum fort et d'énergie. Elle était plus âgée que Carmen, mais paraissait plus jeune, avec les cheveux teints en rouge vif et un manteau aux couleurs vives. Ses petits yeux vifs me scrutèrent instantanément. Tu as de la visite? Bonjour. Bonjour. Je suis Rosa, l'amie de la peseta. Tu sais, à l'époque où il n'y avait pas d'euros? Elle tendit une main pleine de bagues. Enchantée, je suis Leia. Je me levai pour lui serrer la main. Leia, répéta Rosa, et ses yeux s'ouvrirent un peu plus grands. Ah, la femme de Marcos. Bien sûr, maintenant je comprends. Carmen m'a parlé de toi il y a longtemps. Son sourire était large, mais ses yeux m'examinaient avec une intense curiosité. Quelle joie de te rencontrer enfin. Carmen semblait légèrement mal à l'aise. Assieds-toi, Rosa. Veux-tu du café? Oh non, chérie, ça me rend nerveuse. Mais tu as un petit verre d'eau. Rosa s'affala dans le fauteuil comme s'il était à elle, enlevant son manteau. Mais, quoi, tu as tout arrangé et toute seule, ma fille, ça ressemble à un couvent, tu ne retournes pas chez les garçons? Carmen resta immobile une seconde dans la cuisine. Non, je suis bien ici. Paisible. Rosa me jeta un regard rapide et significatif. Puis elle soupira. Eh bien, tu sauras. J'ai toujours dit que tu étais très dur avec toi-même. Trop. Toujours tout porté. Avec ce mari, qu'il repose en paix, qui était un bon homme mais un désastre. Et puis avec les enfants, toujours à compenser. Carmen revint avec le verre d'eau. Rosa, s'il te plaît. Ne commence pas avec les vieilles histoires. Et pourquoi pas, si c'est la chose la plus intéressante que nous ayons à notre âge? Rosa prit une gorgée. Oh, Leia, si seulement tu l'avais connue. 20 ans plus jeune et avec une énergie qui faisait peur. Travaillant dans la boutique de tissus le jour, cousant la nuit pour que ses deux garnements ne manquent de rien, et avec un mari qui, bon, mieux vaut ne pas parler de lui. Mais elle était comme un roc. Surtout avec le petit. Avec Marcos, dis-je presque sans le vouloir. Exact. Avec Marcos. L'enfant était un amour, mais si malade. Mon Dieu. Bronchite, angine, et Carmen, nuit après nuit, sans sommeil, avec la grossesse. Que ce soit le bateau à vapeur, qu'ils y aillent, et le grand Diego, qui réclamait aussi de l'attention. C'est de la folie. Rosa secoua la tête avec un vrai sourire d'admiration. Je ne sais pas comment tu as fait, Carmencita. Carmen fixait sa tasse de café, le visage impassible, elle faisait ce qu'elle pouvait et plus, parce que tu voulais toujours leur donner plus, surtout Marcos par rapport à Diego. Eh bien, Diego a toujours été plus indépendant, et aussi plus malin pour ses affaires. Mais avec Marcos, tu avais peur, peur que le monde lui fasse du mal. Parce qu'il parlait, le pauvre était pure tendresse. Je sentis une boule dans la gorge. Rosa le disait naturellement, comme si c'était une évidence. Et je le vis. La jeune Carmen le voyait clairement,
épuisé, effrayé, serrant un enfant malade, versant toute sa peur du monde en lui, son désir de le protéger à tout prix, même au prix de l'étouffer, de le durcir à coups d'exigence. C'est pour ça que tu étais si dur avec elle. N'est-ce pas, murmurai-je en regardant Carmen. Elle ne leva pas les yeux. Rosa hocha la tête avec compréhension. Bien sûr, c'est ce que font les mères. Parfois l'amour ressemble beaucoup à la peur, et la peur à la colère. Nous pensons que si nous les rendons forts, ils ne souffriront pas, et nous ne réalisons pas que c'est nous qui leur causons la souffrance. Elle prit une autre gorgée d'eau. Je te l'ai toujours dit, Carmen, laisse-le respirer. Mais tu n'as jamais écouté. Tu avais trop peur. Carmen leva enfin les yeux. Ses yeux brillaient, et elle avait de bonnes raisons d'avoir peur. Rosa, regarde où il est. Maria, elle s'interrompit, mais son regard fugace vers moi disait tout. À quelqu'un comme moi, quelqu'un qui ne rentrait pas dans son plan de force et de succès. Loin de moi, me haïssant. Il ne te hait pas, femme, dit Rosa avec une impatience affectueuse. Il est blessé. C'est différent. La haine est simple. La douleur est un bazar, et tu lui as fait beaucoup de mal. Elia, elle hocha la tête vers moi, sa femme. Ça aussi quel spectacle, n'est-ce pas? Que ce n'était pas la belle-fille que tu avais imaginée, celle qui allait réparer ton fils, lui donner l'élan que tu ne pouvais pas. L'air s'épaissit. Rosa, avec sa franchise brutale, avait touché juste. Sur toutes nos blessures. Carmen ne le nia pas, elle hocha simplement la tête lentement, lourdement. Oui, c'est vrai. Je pensais que s'il trouvait quelqu'un de fort, ambitieux comme Diego, elle le compléterait, le sauverait de lui-même. Et au lieu de cela, il a trouvé quelqu'un de calme, qu'il aimait tel qu'il était, et je ne pouvais pas le supporter parce que ça signifiait que tous mes efforts, toutes mes peurs avaient été vains, qu'il n'avait pas besoin d'être réparé, il avait juste besoin d'être aimé. Et moi je ne savais pas comment l'aimer comme ça. Des larmes coulèrent sur ses joues silencieuses, pour la première fois sans théâtralité, sans manipulation. C'étaient des larmes réelles, des larmes de reconnaissance. Rosa se leva, s'approcha d'elle et passa un bras autour d'elle. Eh bien, maintenant tu sais. Il n'est jamais trop tard, Carmen. Jamais trop tard pour dire que j'avais tort. Même si ça fait mal. Carmen essuya ses larmes du dos de la main comme une enfant. Puis elle me regarda. Je suis désolé, Leia. Vraiment, ce n'est pas à propos du café ou de la pâtisserie, c'est à propos de tout, de ne pas avoir vu. Je ne pus parler. La boule dans ma gorge était trop grosse. Les mots de Rosa avaient ouvert une porte sur une compréhension que je n'avais pas voulu avoir. Ça ne justifiait rien. Mais ça l'expliquait, et d'une certaine façon ça changeait tout le rendait plus compliqué. Rosa, voyant l'intensité du moment, tapota l'épaule de Carmen. Eh bien, je m'en vais, je dois attraper mon train, mais je suis contente de t'avoir vu et d'avoir rencontré Leia. Elle mit son manteau. Prends soin d'elle, d'accord? Même si elle ressemble à de la pierre, à l'intérieur elle est faite de massepain doux et sucré, seulement parfois elle le cuit trop et il durcit. Elle partit avec le même tourbillon d'énergie avec lequel elle était arrivée, laissant derrière elle un silence lourd de vérité et de douleur. Carmen et moi étions à nouveau seuls. La pluie avait cessé. Un pâle rayon de soleil se glissa par la fenêtre, illuminant la poussière dans l'air. Tu n'as pas à me pardonner, dit-elle enfin. C'est avec toi. Je voulais juste que tu saches. Je me levai. Je ne pouvais pas rester plus longtemps. J'avais besoin d'air. J'avais besoin de réfléchir. Merci pour le café, Carmen. Elle hocha la tête. Merci d'être venu. Je me tournai vers la porte. Je reviendrai si tu veux. Elle me regarda. Pendant un instant, dans ses yeux, je vis un aperçu de la jeune femme effrayée dont Rosa avait parlé. Elle hocha la tête. Quand tu veux. Je descendis les escaliers en hâte, le cœur battant. Les mots de Rosa résonnaient dans ma tête. L'amour ressemble beaucoup à la peur. Nous pensons que si nous les rendons forts, ils ne souffriront pas. Et soudain je vis tout clairement. La pression constante, les comparaisons avec Diego, le dédain pour ma vie calme n'étaient pas seulement de l'envie ou de la méchanceté. C'était la panique d'une femme qui avait combattu toute sa vie contre la faiblesse,
d'abord chez son mari, puis chez son fils, et elle voyait en moi et dans ma paix l'incarnation de tout ce qu'elle craignait, la vulnérabilité. Et elle avait attaqué vicieusement ce qui l'effrayait le plus. Ce n'était pas une excuse, mais c'était une raison. Et pour la première fois, en sortant dans la rue humide, je ne ressentis pas de colère envers Carmen. Je ressentis une immense, profonde tristesse pour elle, pour Marcos, pour l'enchevêtrement d'amour et de peur qui les avait enlacés si longtemps. Et je savais que rien ne serait plus jamais pareil. La paix était une illusion. Je le sus à l'instant où je vis Diego debout à notre porte un mercredi après-midi avec une bouteille de vin cher à la main et un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Nous n'avions pas eu de nouvelles de lui depuis des semaines. Pas un appel à Carmen, selon elle, pas un message pour nous. Marcos ouvrit la porte, se figea une seconde. « Diego, qu'est-ce que tu fais ici ? » « Quel accueil pour ton frère, » dit Diego en forçant un rire. Il leva la bouteille. « J'ai été dans une excellente cave. J'ai pensé prendre un verre. Discuter comme des frères. J'ai changé un regard avec Marcos. Discuter comme des frères. » Ces mots n'avaient jamais existé dans leur vocabulaire. Marcos, avec une méfiance palpable, lui fit signe d'entrer. « Entre. » Diego entra, balayant le salon de ce regard rapide et évaluateur qu'il utilisait toujours, calculant le prix du canapé, rejetant l'absence d'une lampe de designer. Il s'assit dans le meilleur fauteuil sans attendre qu'on le lui offre. « Comment va maman » demanda-t-il pendant que Marcos allait chercher des verres. Son ton était celui d'une obligation sociale. « Comment pourrait-elle aller » répondis-je, debout seul dans son ancienne maison. Diego fit un geste vague de la main. C'est ce qu'elle voulait. Elle a fait ses propres choix. Il prit une gorgée du vin que Marcos lui servit sans le regarder. C'est bon. De la Rioja Alta. 50 € la bouteille. C'était un poignard subtil, mais un poignard quand même. Il nous rappelait qu'il buvait du vin à 50 € et que nous buvions ce qui était disponible. Marcos ne mordit pas à l'hameçon, il s'assit en face de lui. « Qu'est-ce que tu es venu faire, Diego ? Je suis sûr que ce n'est pas pour demander des nouvelles de maman. » Diego sourit. Un sourire large aux dents. Droit au but. Comme d'habitude. D'accord, il posa le verre. Il se pencha en avant avec une lueur dans les yeux que je reconnus comme la lueur de l'argent, de l'opportunité. J'ai besoin de te parler d'une affaire sérieuse pour l'avenir. Quel avenir ? Demanda Marcos en croisant les bras. De notre avenir, de la famille. Diego fit une pause dramatique. On m'a présenté une opportunité fantastique, un investissement dans des entrepôts logistiques à Saragosse. Plateforme multimodale. Celui qui entre maintenant multiplie par 5 en 3 ans, par 10 en 5. Je suis content pour toi, dit Marcos calmement. Investis. J'ai besoin d'un capital initial plus important, dit Diego en baissant la voix comme s'il partageait un secret. Et j'ai pensé à toi. Chez toi. L'air se figea. Chez moi, répéta lentement Marcos. Oui, c'est un vieil appartement, mais dans un bon quartier. Il est presque payé. Non, nous pourrions prendre une hypothèque. Deuxièmement, avec l'argent nous entrons dans l'affaire et avec les profits nous remboursons l'hypothèque en un couple d'années et il nous reste une tonne d'argent. Vous pourriez vous acheter quelque chose de mieux, même une maison avec jardin. Tout serait à vous. J'ai juste besoin de ta signature pour la garantie. Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. Je regardais Marcos. Son visage était un masque de pierre. Tu me demandes ? Dit Marcos, mot pour mot, que je mette ma maison, la maison où vit ma femme, en risque pour financer ton affaire de logistique. Ce n'est pas mon affaire, c'est la nôtre, insista Diego en s'agitant. C'est l'opportunité d'une vie, Marcos, pour échapper à cette médiocrité. Son regard balaya la pièce avec dédain. Léa pourrait quitter ce boulot de merde à la bibliothèque. Tu pourrais monter quelque chose à toi. C'est la sortie. La sortie, murmura Marcos. Puis il se leva soudain. Sa chaise grinça. Tu sais quoi, Diego ? Tu cherches toujours une sortie. La sortie facile, celle qui ne te salit pas. Quand maman était un problème, tu l'as jetée à la rue. Maintenant, quand tu as besoin d'argent, tu viens pour ma maison.
Et si ça tourne mal, frère, si ton affaire géniale va, qui reste avec la dette? Qui perd son toit? Diego se leva aussi. Son sourire avait disparu. Ça ne tournera pas mal. J'ai les qualifications, les contacts. C'est un investissement sûr. Rien n'est certain, lâcha Marcos. Et je ne vais pas risquer le peu que j'ai, ce que j'ai travaillé si dur pour obtenir, sur l'un de tes schémas financiers. Moins maintenant, moins maintenant. Pourquoi elle? Dit Diego en hochant la tête vers moi. Son mépris n'était plus déguisé. Parce que tu dois garder ta princesse dans sa tour d'ivoire, dans son boulot de conte de fées. Réveille-toi, mec. Le monde appartient à ceux qui prennent des risques. Le monde appartient à ceux qui prennent soin des leurs, répondit Marcos avec un calme terrible. Quelque chose que tu n'as jamais compris. Tu ne prends pas soin de ta mère, tu ne prends pas soin de ton frère, tu ne prends soin que de ton portefeuille. Eh bien, va en prendre soin ailleurs. Le visage de Diego devint rouge. Tu es une personne mesquine, lâche. Tu l'as toujours été. Maman avait raison. Au final tu n'as pas d'ambition, tu n'en as pas. Ne parle pas de maman, rugit Marcos en faisant un pas en avant. Sa voix résonna dans le couloir. Ne prononce pas son nom, toi qui l'as jeté à la rue avec une liasse de billets. Ça c'est de l'ambition. C'est ce que ça veut dire être un gagnant. Tu es un misérable, Diego. Et je ne vais pas te laisser transformer ma vie en une autre de tes misères. Diego recula d'un pas plus à cause de la fureur de Marcos que d'une poussée physique. Il prit une profonde inspiration, essayant de retrouver son calme. Il sortit un mouchoir en lin et s'essuya les lèvres. D'accord, comme tu veux. Reste dans ton taudis avec ton salaire de merde et ta femme bon marché. Ses yeux haineux me balayèrent de haut en bas. Mais ne viens pas pleurer plus tard quand tu verras tout ce que tu aurais pu avoir. Et ne m'appelle pas quand maman recommencera à te harceler, parce que ce fardeau, petit frère, est à toi pour toujours. Et en se retournant, il partit. La porte claqua. La bouteille de vin à moitié pleine reposait sur la table comme un trophée obscène d'une bataille qui n'aurait jamais dû commencer. Marcos s'affaissa sur le canapé. Il enfouit son visage dans ses mains. Son corps tremblait légèrement. Marcos, je m'approchai de lui, posant une main sur son épaule. Tu l'as entendu, dit-il, la voix étranglée par l'émotion. Ta femme bon marché veut que je mette ma maison en garantie. Il laissa échapper un rire amer et désespéré. Il est fou, ou un scélérat, ou les deux. Ne signe pas, dis-je en m'accrochant à son bras. S'il te plaît ne le fais pas. Même s'il me met un pistolet sur la tête. Il leva les yeux. Ses yeux étaient injectés de sang. Ma maison est la seule chose dont je suis sûr. C'est notre refuge, ce qui nous protège des gens comme lui. Jamais. Le téléphone sonna, tranchant la tension comme un couteau. C'était le fixe. Marcos regarda le numéro. Il ne le reconnaissait pas. Avec un geste fatigué, il décrocha. Oui. Son expression changea instantanément. Il devint très pâle. Très pâle. Qui? La voisine du 3e étage. Oui, oui, je suis son fils. Quoi? Une ambulance pour l'hôpital clinique. Oui, j'arrive tout de suite. Merci. Il raccrocha. Il fixa le téléphone, paralysé. Marcos, qu'est-ce qui ne va pas? Mon cœur battait fort dans ma poitrine. Il se tourna vers moi. Ses lèvres tremblaient. C'était une voisine de la maison de ma mère. Elle a entendu des bruits, des coups. Elle est allée voir. Elle l'a trouvée par terre, allongée, haletante, disant notre nom. Et Diego avala difficilement. Il a appelé une ambulance. Il l'emmène à la clinique. Mon Dieu! M'exclamai-je en couvrant ma bouche de ma main. Il dit, continua Marcos d'une voix incrédule, qu'elle avait le téléphone portable à la main. Ouvert sur un appel récent avec Diego. Il me regarda et dans ses yeux je vis la même horreur que je ressentais. Diego aurait dû l'appeler. Après ça, pour lui dire son plan, pour qu'elle me presse, ou pour se vanter, ou pour l'empoisonner encore plus. Et elle murmura, en reliant les poings, quand elle l'a entendu,
quand elle a entendu que Diego venait chez toi après tout ce qui s'était passé, elle a eu quelque chose. Marcos finit la phrase. Il se leva d'un bond. Je dois aller à l'hôpital. Je viens avec toi maintenant. Il ne saisit pas mes épaules. Son regard était sauvage, désespéré. Reste ici au cas où l'hôpital appelle. Juste au cas où tu aurais besoin de quelque chose. Je viens. Juste moi. Je ne voulais pas discuter. Je hochai la tête. Il prit les clés et courut dehors sans même fermer correctement la porte. J'entendis ses pas descendre les escaliers deux par deux, s'éloignant de plus en plus. Je restai seul dans le salon silencieux, avec l'écho de la dispute encore dans l'air et le fantôme de Carmen, effondré sur le sol de son ancienne maison, occupant chaque coin. Je regardais la bouteille de vin de Diego. 50 € le prix d'une trahison, le prix d'une hypothèque que nous ne signerions pas, et peut-être le prix d'un cœur brisé pour une femme qui avait enfin compris trop tard le vrai caractère de son fils préféré et le prix que nous allions tous payer pour ça. La peur était maintenant une chose froide et lourde dans son estomac. Ce n'était pas seulement de la peur pour Carmen, c'était de la peur pour Marcos, qui courait vers un hôpital pour affronter les conséquences d'une guerre familiale qu'il n'avait pas commencée, mais dans laquelle il était maintenant le seul soldat debout. Et c'était de la peur pour nous, pour notre fragile refuge, qui soudain semblait assiégé de tous côtés. Le couloir de l'hôpital était interminable, un tunnel de lumière froide, d'odeurs de désinfectant et d'un silence brisé seulement par le bourdonnement des machines et le froissement des blouses. Marcos était à côté de moi, tenant ma main avec une force qui me faisait mal. Il n'avait pas parlé pendant le trajet. Diego non plus. Elle n'avait pas répondu à ses appels. Une infirmière nous montra la chambre. 304 un box avec un rideau bleu autour du lit. En approchant, nous entendîmes une voix rauque et géniarde. C'était elle. Laissez-moi tranquille. Je n'en veux plus. Laissez-les partir. Marcos tira doucement le rideau. Carmen était allongée dans le lit, pâle comme les draps, avec un fin tube à oxygène sous le nez et une perfusion plantée au dos de la main. Elle semblait minuscule, fragile, faite de verre. Ses yeux à moitié fermés s'ouvrirent quand elle nous vit. Il n'y avait pas de joie, seulement une fatigue profonde, abyssale et une certaine honte. « Maman » dit Marcos, sa voix se brisant sur la syllabe. Il s'approcha, mais s'arrêta au bord du lit comme s'il avait peur qu'elle se brise à son contact. « Tu es venu » murmura-t-elle. Son regard se déplaça vers moi derrière lui. Elle ne dit rien. Que s'est-il passé? Que t'ont-ils dit? Demanda Marcos, cherchant désespérément quelque chose à faire, quelque chose à réparer. Son regard balaya les moniteurs, les étiquettes au poignet de Carmen, une crise hypertensive et une tachycardie, rien de grave. Sa voix était un murmure. La frayeur, disent-ils. Une grande frayeur. Ses yeux se remplirent de larmes. J'ai eu peur, fils, vraiment peur. Marcos s'effondra littéralement. Il s'affaissa sur la chaise en plastique à côté du lit et enfouit son visage dans le drap à côté de son bras. Un sanglot sec et déchirant secoua ses épaules. Je suis désolé, maman. Je suis désolé, je suis désolé, je suis désolé. Carmen leva sa main libre, son menton, et plaça maladroitement sa paume sur la tête de son fils. Un geste lent et lourd, comme si elle déplaçait une montagne. Non, tu n'as pas à t'excuser. Je l'ai provoqué moi-même. Diego m'a appelé, dit Marcos sans lever la tête, sa voix étouffée par le drap, avant de venir ici à l'hôpital. Il m'a parlé de son plan pour la maison. Il a dit qu'il t'en avait parlé aussi, pour que tu me convainques. Carmen ferma les yeux. Une grosse larme glissa sur sa joue et disparut dans l'oreiller. Oui. Il m'a appelé, très agité, disant que tu ne comprenais pas, que tu étais méchant, que tu ne voulais pas ce qu'il y avait de mieux pour ta famille, que je devais te parler, que c'était ma dernière chance de faire quelque chose de bien pour lui. Elle ouvrit les yeux. C'étaient 2 flaques de douleur. Et alors je l'ai vu clairement, si clairement que ça m'a brûlé de l'intérieur. Je l'ai vu, me voyant seulement comme un outil, juste un autre, et je t'ai vu défendre ta maison, défendre Leia comme toujours. Et j'ai su qu'il avait absolument raison, que j'avais été aveugle, que j'avais préféré celui qui m'utilisait et me méprisait à celui qui m'aimait vraiment. Et la douleur ici atteignit sa main libre sur sa poitrine.
Elle était si grande que j'ai pensé que j'allais mourir, et j'en étais presque contente. Maman, s'il te plaît, supplia Marcos, levant enfin la main. Un visage baigné de larmes. C'est la vérité. J'en étais presque contente parce que je pensais, voilà, c'est comme ça que j'arrête d'être un fardeau. J'arrête de faire du mal aux gens. Son regard se déplaça vers moi. Elle me fixait, mais alors j'ai pensé à toi, Leia. À comment tu aurais dû venir ramasser mes affaires, nettoyer l'appartement. Ce serait le dernier ennui. Et je ne voulais pas. Je ne voulais pas que ce soit ma dernière trace dans ta vie. Un autre ennui. Je m'approchai. Je ne pus m'en empêcher. Ces mots me transpercèrent comme des couteaux de verre. Carmen, non. Oui, insista-t-elle avec un reste de son ancienne obstination. C'est pour ça que j'ai appelé la voisine, c'est pour ça que j'ai tenu jusqu'à ce que j'entende la sirène, parce que je devais vous le dire à tous les deux. Elle prit une inspiration, le son de l'oxygène sifflant doucement. Je suis désolé pour tout, pour l'assiette, pour les cris, pour les années de mépris, pour ne pas avoir vu le bonheur de mon fils quand il était juste devant moi, pour avoir empoisonné quelque chose qui était bon. Je suis désolé. Le silence qui suivit fut absolu. Seulement le bip monotone du moniteur cardiaque. C'était comme si toute l'atmosphère de la chambre avait changé, comme si une immense pression avait soudain été libérée, laissant un vide propre et douloureux. Marcos prit soigneusement la main de sa mère, encore attachée à la perfusion. « Je t'aime aussi, maman, malgré tout, je le sais toujours, murmura-t-elle. Tu es la seule qui le fait, et c'est pour ça que ça fait encore plus mal d'avoir échoué avec toi. » Je regardais cette femme brisée dans le lit. Elle n'était plus mon ennemie, plus la sorcière des contes de fées, c'était une personne effrayée et seule qui avait entrevu l'abîme et s'était retirée au dernier moment. Et toutes mes barrières, tout mon ressentiment, semblaient soudain lourds, inutiles. Garder rancune contre elle maintenant serait comme frapper un fantôme. Ça ne changerait pas le passé, ça ne ferait qu'empoisonner le présent. Et Marcos ne pourrait pas le supporter. Tu ne seras pas un fardeau, Carmen, dis-je, et ma voix sonna claire, plus ferme que je ne m'y attendais. Elle et Marcos ils regardèrent. Mais tu ne peux plus être seule. Pas dans cet appartement. Pas après ça. Elle hocha la tête avec résignation. Une maison de retraite. Diego a raison là-dessus. Au moins quelque part où je n'interromprai pas. Je regardai Marcos. Je vis la peur dans ses yeux, la peur d'avoir à choisir à nouveau, mais il n'y avait plus de choix. Je l'avais fait il y a des jours quand je lui avais apporté la pâtisserie à la crème. Non, une maison de retraite loin. Pas encore. Je pris une inspiration. Tu viendras à la maison avec nous. Mais pas comme avant. Carmen cligna des yeux d'étonnement. Quoi? Tu viendras? Mais avec des conditions. Je m'approchai un peu. Tu auras ton espace, ta routine, mais cette fois pour de vrai, tu devras respecter la nôtre. Celle de Marcos, la mienne, celle de notre mariage. Pas de commentaires, pas de comparaison, pas de poison. Si tu élèves la voix à nouveau, si tu es irrespectueuse à nouveau, même une fois, c'est fini. Et cette fois il n'y aura pas d'hôtel, il y aura une maison de retraite, oui, mais une que nous choisirons, c'est clair? Carmen me regarda comme si je parlais une autre langue. Puis elle regarda son fils. Marcos me regardait avec un mélange d'incrédulité, d'admiration et d'un soulagement si profond qu'il semblait sur le point de s'évanouir. Leia, commença-t-il. C'est notre maison, Marcos, dis-je en m'adressant à lui mais en la regardant. Et nous faisons nos règles ensemble. C'est ma condition. Carmen baissa les yeux sur ses mains, une serrée par son fils, l'autre avec l'aiguille plantée dedans. Pendant un moment, personne ne parla. Puis un tremblement parcourut sa lèvre inférieure. Elle hocha la tête une fois sèchement. C'est clair, dit-elle. Et sa voix était à peine un murmure. Plus que clair. C'est plus que ce que je mérite. Oui. Je hochai la tête sans douceur, mais sans cruauté. Ça l'est, mais je ne le fais pas pour toi, je le fais pour lui. Je pointai Marcos. Et parce que je crois que nous méritons tous une chance de ne pas mourir seuls, plein de poison. Un soupir s'échappa de la poitrine de Carmen.
Cette fois ce n'était ni de la colère ni de l'apitoiement sur soi, c'était de la gratitude. Une gratitude immense et humiliante. Merci, réussit-elle à dire. J'essaierai de ne pas vous décevoir. Ni l'un ni l'autre. Je ne dis pas, on verra. Je hochai simplement la tête parce que c'était la vérité. On verrait. La route à venir serait longue, pleine de rechutes et de silences maladroits, mais c'était une route, plus un champ de mines. Le médecin entra alors avec sa blouse blanche et son clipboard. Il expliqua que Carmen avait besoin de repos, de médicaments, de contrôle, qu'elle pourrait rentrer chez elle dans un couple de jours et que tout allait bien, mais pas de stress, d'accord? Pas de dispute. Paix absolue. Nous nous regardâmes tous les trois. La paix absolue était impossible, mais une trêve, un cessez-le-feu négocié, ça nous pouvions essayer. 3 jours plus tard nous quittâmes l'hôpital. Carmen marchait lentement, tenant le bras de Marcos. Il y avait quelque chose de différent en elle. Ce n'était pas seulement la faiblesse physique, c'était une certaine humilité, une acceptation de sa vulnérabilité. Elle n'essayait plus d'imposer son rythme. Elle suivait le rythme de son fils. À la maison les choses étaient différentes, calmes. Carmen s'enfermait dans sa chambre pour lire ou s'asseyait sur le balcon pour prendre le soleil. Elle aidait dans la cuisine sans dire un mot. Elle était comme une invitée, mais pas comme une mère ou une belle-mère. C'était un arrangement étrange. Ça marchait. Diego appela une fois. Carmen répondit au téléphone, l'écouta en silence. Puis elle dit, « Non, fils, je ne vais pas lui parler. Vis ta vie et laisse-nous vivre la nôtre. » Et elle raccrocha. Ça ne sonna plus jamais pour elle. Un après-midi je trouvai Carmen dans le salon en train de regarder notre photo de mariage sur l'étagère. C'était une photo simple. Nous rions, enlacés. Elle la tenait dans ses mains. « Vous étiez heureux, dit-elle sans se retourner, dès le premier jour. Et tout ce que je voulais voir était ce qui me manquait, ce que je pensais qu'il lui manquait. Comme j'ai été stupide. » Oui, dis-je doucement. Nous l'étions. Mais maintenant elle ne me regardait pas. Il y avait des larmes dans ses yeux, mais cette fois aucune ne tomba. Tu penses que je pourrai un jour? Je ne sais pas, Carmen, répondis-je honnêtement. Mais tu as la chance d'essayer. Un jour après l'autre. Elle hocha la tête. Elle remit soigneusement la photo à sa place. C'est une bonne photo. Tu devrais la mettre dans un plus joli cadre. C'était le premier commentaire qui n'était pas une pique. C'était juste un commentaire maladroit, mais bien intentionné. Ce soir-là, pendant que nous trois dînions dans un silence qui n'était plus entièrement maladroit, Marcos me prit la main sous la table. Ses doigts s'entrelacèrent avec les miens. Il me regarda. Il ne dit rien, ce n'était pas nécessaire. La maison ne serait plus jamais la même. Le fantôme de l'assiette brisée serait toujours là sur le sol de la salle à manger. Mais peut-être qu'avec le temps nous apprendrions à marcher autour sans nous couper, ou même, qui sait, à balayer les derniers fragments. Ces minuscules morceaux qu'on voit à peine, mais qui sont toujours là, rappelant que ce qui se brise peut, avec soin, arrêter de saigner. L'avenir n'était pas parfait, loin de là, mais pour la première fois depuis longtemps, je pouvais respirer.